Donc, je suis Sophie Kern, membre de laboratoire dynamique du langage, et avec Christophe Santos, qui est à côté de moi, qui est maître de conférence à l'Université de Tours. Nous allons vous parler du questionnaire parental au service de l'évaluation du développement langagier bilingue précoce. Alors, nous allons plutôt focaliser notre présentation sur le questionnaire parental pour évaluer vraiment, évaluer les compétences langagières de l'enfant plutôt que de nous intéresser à ce qui entoure l'enfant et à l'exposition de l'enfant aux différentes langues. Alors, la présentation va se dérouler en 4 temps. Les 2 premiers que je vais vous présenter moi-même, où on va vous parler des questionnaires parentaux monolingues qui existent actuellement et voir quels sont leurs objectifs, les inconvénients et les avantages. Ensuite, je me focaliserai plus particulièrement sur un outil étalonné pour le français, l'inventaire français du développement communicatif, en vous décrivant les différents éléments de ce questionnaire et aussi ses propriétés psychométriques. Ensuite, je laisserai la parole à Christophe qui vous parlera justement de l'utilisation de ces questionnaires parentaux avec des enfants bilingues et on se focalisera ensuite dans un dernier temps sur l'exemple du questionnaire plurilingue libanais. Alors, les questionnaires parentaux monolingues. Ce que je voudrais dire d'abord en préambule, c'est qu'il existe différentes méthodes pour évaluer le développement langagier de l'enfant de manière précoce. Il existe des méthodes directes, notamment les données spontanées et les tests de langage, mais aussi des méthodes indirectes avec les journaux d'apprenants et ces fameux questionnaires parentaux. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces méthodes. Alors si on regarde très rapidement les méthodes directes, eh bien, dans la recherche, on s'est basé beaucoup sur la production et l'analyse de données spontanées. Évidemment, l'avantage d'utiliser des données spontanées, c'est-à-dire des enregistrements d'enfants en interaction dans leur contexte naturel, permet de travailler sur un grand nombre de choses. C'est-à-dire qu'on peut travailler à la fois sur les formes utilisées par les enfants, mais aussi comment ces formes sont utilisées dans certains contextes. Cette méthode aussi a une validité écologique puisque c'est vraiment le contexte naturel de l'enfant qui est utilisé. Mais par contre, le principal inconvénient, c'est que c'est une méthode très chronophage, à la fois pour les collectes, le traitement et les interprétations, et aussi chronophage du coup au niveau temporel, mais aussi au niveau argent, puisque si vous voulez collecter et traiter et avoir des interprétations très longues sur ces enfants, eh bien, il y a beaucoup de temps passé. Ensuite, en clinique, sur les méthodes directes, vous avez les tests de langage que tout le monde connaît, qui sont rapides, évidemment, d'administration et d'interprétation, mais qui peuvent avoir finalement peu de validité écologique, puisque on demande à l'enfant de réaliser quelque chose qu'il ne réalise pas forcément de manière quotidienne, et que ces performances sont réalisées pas forcément de manière typique non plus. Ensuite, évidemment, nous sommes avec des enfants très petits et donc on peut avoir des problèmes de coopération, d'attention et de motivation. Et en plus de ça, souvent les tests de langage se focalisent uniquement sur une partie des compétences langagières et du coup, on n'a pas une visée globale des compétences de l'enfant. Maintenant, si on parle des méthodes indirectes, finalement, avant les questionnaires parentaux, ce que faisaient les chercheurs, c'est qu'ils tenaient des journaux d'apprenants. Souvent, les chercheurs qui étaient eux-mêmes les parents des enfants écrivaient un journal et tenaient sur le journal les formes et éventuellement aussi les fonctions des formes des enfants au quotidien. C'est assez chronophage aussi, puisqu'il faut collecter et interpréter les résultats, mais ça a effectivement une grande validité écologique dans la mesure où les parents peuvent rendre compte des formes fréquentes, mais aussi rares de l'enfant. Et puis maintenant, on passe aux questionnaires parentaux. Alors, il y a un certain nombre d'avantages à ces questionnaires parentaux. Normalement, ils sont relativement rapides d'administration et d'interprétation. Évidemment, la rapidité d'administration dépend aussi du niveau de développement de l'enfant.
Et pour l'interprétation aussi, il existe aussi un certain nombre de questionnaires parentaux qui ont été informatisés et vous pouvez rentrer les résultats de l'enfant et le programme ou l'application informatique permet de situer l'enfant par rapport à la norme. Donc c'est assez rapide. Ça a une grande validité écologique puisqu'on a à la fois les formes fréquentes et rares qui sont documentées par les parents et ça permet d'estimer à la fois le lexique et la grammaire théorique, puisque évidemment ce sont des performances rapportées de l'enfant. Donc on a quelque chose d'assez partiel, mais un petit peu plus large que par rapport à d'autres méthodes directes comme le test du langage. Alors, il existe plusieurs questionnaires parentaux monolingues en France pour la partie précoce. Donc d'abord, il y a l'IDE, qui est l'inventaire du développement de l'enfant, qui est un questionnaire à la fois sur le langage, mais aussi plus globalement sur le développement de l'enfant. Il touche les enfants de 15 mois à 5 ans et 15 mois à 5 ans, 11 mois. Et en fait, c'est une adaptation française du CDI, Child Development Inventory, qui avait été créé par Ayrton. Et la validation française a été faite par Duim, Capron et Zorman. Et on vous a mis ici un lien où vous pouvez avoir accès à cet inventaire. Ensuite, vous avez le DLPF qui permet d'évaluer les débuts du langage, le lexique, la grammaire et la pragmatique chez les jeunes enfants. En fait, il y a 4 versions et ces 4 versions, ces 4 versions touchent principalement la production du langage et pas la compréhension. Vous avez aussi ici plusieurs références qui vous permettent à la fois de récupérer les questionnaires, mais aussi de voir les travaux qui sont liés à ce questionnaire. Et ensuite, vous avez l'inventaire français du développement communicatif, qui est donc une adaptation au français du MacArthur Communicative Development Inventories. En fait, ce MacArthur CDI existe depuis 1993 pour l'américain et il a été adapté et étalonné maintenant dans plus de 45 langues. Et ce questionnaire a plusieurs en fait versions dont je vais vous parler tout de suite. Vous avez une version longue qui est l'IFDC mots et gestes et mots et phrases. Donc, ces versions longues touchent pour le mot et geste les enfants de 8 à 16 mois, avec 548 enfants qui ont été inclus dans l'étude. On teste la compréhension de phrases avec 32 items et aussi la compréhension et ou la production du lexique avec 414 items. Enfin, on teste aussi 62 items portant sur les gestes. Et en fait, une liste de mots pour le lexique est proposée aux parents et les mères doivent cocher assez naturellement les mots qu'elles estiment être compris et ou produits par leur enfant au moment de la passation du test. Le deuxième test version longue, c'est le mot et phrase pour les enfants de 16 à 30 mois, avec 663 enfants inclus, avec une production du vocabulaire, avec 690 items, une évaluation aussi de la grammaire en production et aussi de développement morphosyntaxique avec l'évaluation de la longueur d'énoncé maximale, c'est-à-dire qu'on demande aux mères de donner les 3 phrases les plus longues produites par leur enfant. Il existe des versions courtes pour les 12 mois, les 18 mois et les 24 mois, avec là aussi des gestes, de la production et de la compréhension et de la grammaire évaluée en fonction des différents âges, et un étalonnage sur à peu près de 300 à 500 enfants. Et enfin, un dernier outil, l'IFDC 3, qui va porter sur les 30 à 48 mois, qui est en cours d'étalonnage. Et là, on teste la production lexicale avec 100 mots, la grammaire et aussi l'utilisation du langage. Et on a rajouté à cette version, par rapport aux autres langues, un moyen en fait d'estimer la compréhension et la production d'un récit. Donc, par exemple, on demande à ce que l'enfant raconte cette histoire à sa mère
et sa mère va en fait noter ce que l'enfant a produit. Alors, par rapport à ces questionnaires parentaux, l'avantage aussi, c'est qu'ils ont été validés et qu'ils présentent de bonnes propriétés psychométriques. Les propriétés psychométriques permettent de mesurer la qualité justement du test et donc la qualité des mesures effectuées. Et dans ces propriétés psychométriques, il y a plusieurs façons d'évaluer la chose. Il y a la fidélité et la validité. La fidélité, c'est ce qui renvoie au degré de précision et de constance des scores. Et alors, pour vous donner un exemple, Laurie Tuller a mentionné par exemple tout ce qui était cohérence interne et le fait de pouvoir tester et de retester les choses. Et ce qui a été montré pour les différentes versions de l'IFDC, c'est qu'on avait une haute fidélité test-retest. Par exemple, quand on fait passer l'IFDC au même maire à 15 jours d'intervalle, eh bien, on obtient des corrélations hautes positives, c'est-à-dire que les maires répondent la même chose, plus ou moins, évidemment, en tenant compte de l'évolution de l'enfant, puisqu'on a des corrélations supérieures à 0,90, sachant que la corrélation, la fidélité la plus haute est un R de 1. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très fidèle. Pour la validité aussi, il y a plusieurs types de validité. Il y a la validité de contenu, il y a la validité convergente, et puis il y a d'autres types de validité sur lesquels on va revenir ensuite. Juste pour vous donner aussi un exemple, donc pour les validités de contenu, elles sont très hautes dans ces outils, mais la validité convergente est, elle, haute également. Et en fait, comment est-ce qu'on estime la validité convergente? C'est que on essaye de voir si, à partir de l'IFDC, on obtient les mêmes résultats si on avait testé l'enfant avec une autre méthode. Et ce qui a été montré, c'est que pour l'ordre d'acquisition, par exemple, eh bien, on obtient la même chose avec l'IFDC ou bien si on teste les enfants en laboratoire ou si on les observe en données spontanées. Ensuite, il y a la validité concurrente, la validité prédictive, et je vais un petit peu m'attarder sur la validité prédictive à court et moyen terme, puisque là, on a quelque chose aussi de très valide prédictivement pour ces outils-là, puisque les composantes de l'instrument mesurées à un moment T sont corrélées avec la même ou avec une autre composante de l'instrument mesurée à un moment ultérieur. Alors, pour être dans un exemple qui facilitera la compréhension, c'est que quand on teste le vocabulaire à 12 mois et le vocabulaire à 24 mois, eh bien, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui ont un vocabulaire bas à 12 mois, eh bien, ce sont ces mêmes enfants qui vont avoir un vocabulaire bas à 24 mois par rapport à la norme. À l'inverse, ceux qui sont hauts à 12 mois, eh bien, ils auront aussi un vocabulaire haut à 24 mois. Ça, c'est la corrélation prédictive intracatégorielle, puisqu'on teste vocabulaire à temps 1 et vocabulaire à temps 2. Et sur la prédictibilité intercatégorielle, vous avez l'exemple des gestes à 12 mois qui sont fortement corrélés au vocabulaire à 20 mois. Donc, peu de gestes à 20 mois, à 12 mois, pardon, on s'attend à peu de vocabulaire à 20 mois et à l'inverse pour les enfants qui ont des scores importants. Et puis deux autres choses qui sont très importantes, surtout pour la clinique, c'est la spécificité d'un instrument, c'est-à-dire que cet instrument permet de discriminer de façon adéquate les individus ou des cas qui ne possèdent pas la caractéristique recherchée. Donc on a une très forte spécificité de ces outils. Par contre, on a une faible sensibilité et ça c'est aussi important parce qu'il y a un risque de détecter des faux positifs, surtout avec 24 mois. Donc on peut avoir des enfants qui sont un peu à la traîne, en retard avant 24 mois et qui finalement vont rattraper leur retard. Donc l'instrument n'est pas très très utilisable si on veut
essayer de repérer les choses chez des enfants très très jeunes. Alors, à quels usages sont utilisés ces outils? Pour la recherche fondamentale, évidemment, pour décrire mieux le développement du langage dans des populations typiques à risque ou pathologiques. Ces outils, comme ils ont été étalonnés et évalués dans plusieurs langues, ça permet aussi de faire des études translinguistiques pour dégager les universaux et les spécificités dans l'acquisition du langage, c'est-à-dire entre les langues, voir quelles sont les tendances communes, mais aussi quelles sont les différences entre les langues et à partir de quel moment on voit apparaître des spécificités dans l'acquisition du langage. Ça permet aussi de travailler les liens entre les différentes composantes langagières, puisqu'on a à la fois du lexique, de la grammaire, mais aussi de la pragmatique et du récit. Et donc, on peut voir s'il y a une interaction entre ces différentes composantes langagières. Et les résultats à ces IFDC ou à ces questionnaires ont été aussi utilisés dans la recherche pour former des groupes d'enfants de même niveau linguistique. En fait, souvent, on travaille sur des enfants qui ont le même âge et on essaye de décrire un certain nombre de choses. Or, un enfant peut avoir, comment dire, or, au niveau linguistique, il y a beaucoup de variations pour un enfant du même âge. Vous avez des enfants de 12 mois qui se comportent comme des enfants de 16 mois et c'est normal parce que ça fait partie de la variation, ou à l'inverse qui se comportent comme des enfants plus jeunes. Et donc, ce qui permet de mesurer les apprentissages dans un autre domaine, c'est de comparer des enfants qui ont le même niveau linguistique et pas le même âge. Et donc, cet outil permet de former ces groupes d'enfants de même niveau linguistique. Et ensuite, les IFDC ont été utilisés en recherche appliquée ou en recherche clinique comme première évaluation du développement langagier, donc vraiment comme un screening à tout va, sur les enfants tout venant, sur les enfants à risque et sur des enfants présentant des pathologies langagières ou cognitives plus générales, et aussi comme outil d'évaluation de traitement ou de prise en charge. Donc, vous pouvez utiliser ces questionnaires pré-prise en charge. Ensuite, il y a une prise en charge qui est effectuée et vous évaluez l'effet de la prise en charge en réutilisant le même questionnaire post-prise en charge. Alors évidemment, il y a des précautions d'utilisation. D'abord, il faut prendre en compte l'appartenance socio-économique des enfants, puisque dans les premiers étalonnages de ces outils, on a remarqué une surreprésentation des enfants issus de classes socio-économiques favorisées. Or, on sait maintenant qu'il y a vraiment un gradient socio-économique par rapport au développement langagier de l'enfant, qui est souvent lié à des stimulations différentes en fonction de l'appartenance socio-économique des parents. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand on a des enfants qui sont issus de milieux plus vulnérables ou très défavorisés. Ensuite, il faut aussi prendre en compte les origines culturelles diverses, puisque en fonction des origines des parents culturelles, on peut avoir des représentations différentes de l'enfant et de l'acquisition du langage. Vous avez dans certaines cultures, par exemple dans certaines cultures africaines, où l'enfant n'est pas considéré euh, comme un individu avec lequel on peut interagir verbalement avant le moment où lui commence à parler. Donc, on peut avoir des évaluations différentes en fonction de la représentation qu'on a de l'enfant et de son acquisition du langage. D'autres exemples, eh bien, on a les mères françaises qui sont très très attentives aux erreurs et qui vont avoir du mal à dire que les enfants ont dans leur vocabulaire le mot baon pour le ballon parce que la structure est encore déformée. Alors qu'au contraire, les mères américaines vont plutôt avoir tendance à surévaluer les choses et à considérer même quelque chose de très éloigné comme acquis par l'enfant.
Voilà, et donc je laisse la parole à Christophe qui va prendre la suite. Donc, nous allons parler maintenant des questionnaires parentaux qui sont utilisés dans le cadre d'évaluation d'enfants qui posséderaient au moins deux langues. La première question qui se pose quand on utilise des questionnaires monolingues pour évaluer les performances des enfants qui sont bilingues, c'est de savoir qui doit remplir les questionnaires. Les meilleurs résultats en ce qui concerne les réponses obtenues à partir du questionnaire, c'est quand les deux parents complètent le questionnaire. Alors, quand je parle d'utilisation de questionnaire monolingue, pardon, j'ai oublié de le préciser, c'est quand on utilise pour l'enfant bilingue deux questionnaires pour chacune de ces langues. Donc, par exemple, si on devait évaluer l'anglais américain, ce qu'on retrouve beaucoup dans les études publiées jusqu'à ce jour, donc l'anglais américain et l'espagnol, on aurait un questionnaire normé américain, le CDI américain, et le CDI espagnol. Donc, dans les études qui ont utilisé cette méthode, utilisation de questionnaires monolingues pour évaluer les compétences des enfants bilingues, les meilleurs résultats se retrouvent quand les deux parents complètent le questionnaire. Évidemment, ça nécessite de maîtriser les deux langues. Une étude qui est parue en 2002 par Marshman et Martinez et Sussman, toujours sur anglais américain et espagnol, a montré que pour un même questionnaire, c'est-à-dire par exemple le questionnaire américain, il est intéressant d'avoir plusieurs cotateurs. Donc ça peut être les parents, mais aussi ceux qui sont le plus en contact avec l'enfant. Et ça améliore, on va dire, la vision, les productions ou les performances de ce qu'est capable de produire l'enfant et de comprendre l'enfant. Alors, l'autre question, une fois qu'on a fait répondre aux cotateurs, on a les résultats des questionnaires, à quoi comparer les scores? Alors, parfois, on a malheureusement que la possibilité d'avoir qu'un questionnaire de rempli, de compléter, et si on évalue qu'une seule langue, on considère que l'évaluation est incomplète. Mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Quand l'évaluation dans une des deux langues est possible, donc en général, mais je reviendrai sur ce point, les scores sont inférieurs aux monolingues. Et ça a été montré par une étude de Hoff et ses collaborateurs, toujours pour l'anglais américain et l'espagnol. Quand on a la possibilité d'évaluer les deux langues, c'est-à-dire avoir les deux CDI dans la langue A et dans la langue B, en général, même chose, chacun des scores est inférieur dans chacune des langues. Donc, ça pose la question de savoir comment on évalue ceci. Le mieux, ce serait éventuellement, et on en reparlera avec le Libanais, d'avoir des normes bilingues, d'avoir déjà des CDI bilingues ou multilingues, et d'avoir des normes bilingues pour ces CDI. Alors c'est idéal, mais est-ce que c'est faisable pour le contexte français? Sans doute pas, et on verra comment essayer de pallier à ce problème. Alors, pour ce qui est de l'évaluation en France, là c'est une étude qu'on a menée, donc vous verrez ces données sans doute de manière plus détaillée dans la présentation de Daniela Valente et Laetitia de Almeida cet après-midi, mais c'était juste pour vous donner une idée de comment ça peut se passer par exemple en France. Donc ce sont des parents qui sont en France ou en Suisse, enfin dans un environnement francophone, ils sont portugais, ou l'un des deux parents est portugais, et donc les enfants sont bilingues, enfin sont dans un environnement bilingue, ils entendent du français et du portugais. Et donc à ces enfants-là, enfin à ces parents-là, on leur a donné les deux CTI, le français, donc l'IFDC, et le portugais, on leur a demandé de remplir ces questionnaires. Et ce qu'on observe, hein, si vous regardez le graphique, je vais essayer de voir si je peux avoir
une souris. Non, on ne peut pas avoir de souris sous ce format-là, c'est pas grave. Mais ce qui apparaît dans ce graphique, ce sont les percentiles EP, donc du portugais en ordonnée, et en abscisse, vous avez les percentiles de la norme en français. Et ce qu'on observe quand on fait remplir les deux questionnaires, c'est que finalement, on reste plus ou moins dans la norme, puisque sur 53 enfants, on voit qu'il y en a seulement 2 qui sont en dessous du percentile 10 et 2 autres qui seraient au percentile 10. Donc, on arrive à distinguer ceux qui sont le plus en difficulté en utilisant ces fameux 2 questionnaires monolingues avec des normes monolingues. On voit par ailleurs que des enfants peuvent être dans la norme pour le français et pas dans la norme pour le portugais, et inversement. Alors, donc toujours sur l'utilisation des questionnaires monolingues. Il est possible de calculer autre chose que juste de prendre le score monolingue dans chacune des langues. Il est possible de calculer d'autres types de scores. Ce qui a été fait dans la littérature. On peut calculer 2 scores supplémentaires. Le vocabulaire total, qui correspond à l'ensemble des mots que comprend ou produit l'enfant. Et on peut comparer ce score qui combine les mots des 2 questionnaires monolingues aux normes monolingues. Alors, les études ne sont pas totalement d'accord sur les résultats obtenus. Pour ce qui est des études de Hoff et de Tordard-Dottir, par exemple, les résultats bilingues avec ce score, donc donc on ajoute, on additionne simplement les mots des 2 questionnaires et on compare aux normes monolingues, là en l'occurrence par exemple à l'anglais, on obtient à peu près les mêmes résultats que les monolingues. Et d'autres études disent que le vocabulaire total, en général, quand on a ce score pour les bilingues, il est supérieur au monolingue, légèrement supérieur au monolingue. C'est notamment ce que nous avons trouvé pour les bilingues français-portugais. Un autre score qui est disponible, mais qui est un peu plus compliqué à mettre en place, c'est le vocabulaire conceptuel. Mais ça pose d'autres questions. Alors, qu'est-ce que le vocabulaire conceptuel? C'est le nombre de concepts que l'enfant maîtrise dans les 2 langues. Par exemple, si on a le vocabulaire total et que l'enfant connaît le mot lait et connaît le mot milk, ça ferait pour le vocabulaire total 2 mots connus ou produits en fonction de ce qu'on regarde. Mais pour le vocabulaire total, pour le vocabulaire conceptuel, ça ne correspond qu'à un concept. Donc c'est la différence entre l'apprentissage des mots et l'apprentissage conceptuel plus l'apprentissage des formes. Ça pose d'autres questions, notamment quand on a des langues qui sont très proches. Il y a eu des études qui ont été faites sur le bilinguisme espagnol-catalan qui a montré qu'effectivement le vocabulaire conceptuel est boosté le vocabulaire conceptuel et le vocabulaire total sont boostés par la proximité des langues. L'autre question qui se pose, c'est que parfois, on a des mots dans les questionnaires qui possèdent des concepts très proches qui ne sont représentés que par un mot dans l'autre questionnaire. En l'occurrence, pour le CDI anglais, on a clock and watch, mais dans le CDI espagnol, l'IDHC, on n'a qu'un seul mot pour ces 2 mots qui existent dans le CDI anglais, qui est reloj. Alors, excusez-moi pour la prononciation en espagnol. C'est le problème des équivalents et ça vaut surtout pour les mots grammaticaux. Alors, je vous disais tout à l'heure que donc dans l'étude de Hoff et de Corr notamment, c'est la même équipe. Donc, c'est de l'anglais américain avec de l'espagnol, donc des bilingues qui sont anglais et espagnol. Donc, dans leurs études, et on le voit bien sur ce graphique, les bilingues dont on prend le vocabulaire total correspondent dans leur performance aux monolingues dont on a forcément que le vocabulaire en anglais, le CDI en anglais. Ça, c'est pour l'étude de Corr 2013, enfin Corr et collaborateurs 2013 et Hoff et collaborateurs 2012. Alors, l'utilisation des questionnaires multilingues, c'est l'autre possibilité quand elle existe. Alors, ces questionnaires ont été utilisés principalement dans des contextes où il y a un fort multilinguisme culturel,
plus ou moins fort. Donc, ça a été mis en place pour le maltais. Donc, on a un questionnaire maltais-anglais. Pour l'irlandais anglais, même si l'irlandais a tendance à diminuer, l'utilisation de l'irlandais, en tout cas en tant que langue maternelle, a tendance à diminuer en Irlande. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai mis un petit exemple. Il y a aussi d'autres questionnaires, Pays de Galles, anglais, etc. Et donc, vous voyez qu'on a le mot en anglais, et puis on a le mot en irlandais, sur le même questionnaire. Alors, ce contexte-là, on le retrouve, le contexte où il y a un fort plurilinguisme de la société, on le retrouve dans le contexte libanais, et avec Sophie et puis l'équipe au Liban de l'Université Saint-Joseph, nous avons élaboré un projet pour justement proposer un CDI qui correspondrait à cet environnement et qui serait multilingue. Alors, la situation au Liban, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Les quatre plus fréquentes sont l'arabe standard moderne qui est parlé dans les écoles, enfin qui est enseigné dans les écoles et qui est parlé dans les médias en général, l'arabe libanais, le français et l'anglais. La grande majorité de la population utilise au moins deux langues au quotidien. Il y a un multilinguisme également dans les systèmes éducatifs et un peu moins de la moitié des écoles libanaises utiliseraient le français comme langue d'apprentissage. Et puis, donc soit l'anglais, soit le français, bien entendu. Et de nombreux parents utilisent une langue étrangère avec leurs enfants dès la naissance. Alors évidemment, c'est lié aussi au niveau socio-économique des parents, mais c'est dans l'idée de faciliter les apprentissages scolaires par la suite. Et donc, pour l'instant, au Liban, l'évaluation précoce du vocabulaire avant 3 ans n'est pas réalisée de manière quantitative, c'est uniquement réalisé de manière qualitative par les orthophonistes sur place ou avec des outils, avec des normes monolingues uniquement. Donc, dans l'IDC, donc l'inventaire du développement communicatif, hein, le CDI libanais, donc l'IDC L pour libanais, il a été décidé de prendre en compte les 3 langues les plus parlées, le français, l'anglais et l'arabe. L'adaptation qui a été faite, qui a été réalisée, est basée sur la version française principalement, celle développée par Sophie Kern et Frédéric Guéraud. Pour les deux versions, ce qui différencie donc les versions 8.16 et version 16.30, ce qui différencie de la version française, c'est que la compréhension et la production sont pris en compte pour les deux versions. Pour la 8.16, on a 413 items qui sont évalués, plus évidemment tout ce qui est gestes et première combinaison de mots. Et pour la version 16.30, on a les 413 items de la version 8.16, plus 234 qui amènent à 647 items par langue. Donc 647 items dans chacune des langues, ce qui est très long comme évaluation. Donc pour la grammaire, pour la version 16.30, les 3 langues sont évaluées. Et pour l'évaluation de la grammaire, c'est les évaluations du CDI en français qui sont évaluées en français, les évaluations du CDI en anglais pour la grammaire de l'anglais. Et pour l'arabe, a été créée une section qui se rapproche très fortement de ce qui est utilisé pour le français. 20 phrases cibles à noter selon la réponse. Par exemple, la phrase cible, c'est aller à la maison. Et en fonction de ce que produit l'enfant, il va être plus ou moins bien noté. Donc, s'il produit aller à la maison, c'est parfait. Mais il peut très bien produire aller à maison, aller maison ou rien du tout. Et puis, sont notés également la longueur des énoncés, comme en français, et des flexions verbales. Alors, voilà à quoi ressemble l'IDCL trilingue, qui est possible dans cet environnement multilingue. Donc, on voit les mots en anglais, en français et en arabe, avec à chaque fois une case pour cocher soit la compréhension, soit la production. Alors, je vais vous présenter rapidement, pour terminer, 2 résultats qui ont été obtenus. D'abord avec le 8-16, sur 112 enfants, et à partir dont on a divisé ces enfants en 3 groupes d'âge. Et on obtient ce qu'on obtient avec les CDI monolingues, c'est-à-dire une augmentation des scores avec l'âge, que ce soit en compréhension ou en production, et quel que soit le score qui est pris en compte.
le score total, comme on l'a vu, ou le score conceptuel, qui est très facilement pris en compte dans ce type de questionnaire, puisqu'il suffit de compter un par ligne, par mot, enfin par item présenté. Et une deuxième étude qui a utilisé l'IDCL 8-16 et l'IDCL 16-30, une étude longitudinale, donc c'est 21 enfants qui ont été vus entre 13 et 16 mois, puis revus à T2 entre 16 et 19 mois. On voit que c'est même pour ces mêmes enfants, hein, cette fois-ci, on a une augmentation du score. Alors là, j'ai pris que le score conceptuel parce que c'était celui qui semblait le plus pertinent, mais ça marche très bien avec le score total également. Une augmentation des scores, comme attendu, et aussi une comparaison avec la syntaxe, où on voit que les enfants qui développent la syntaxe, en l'occurrence c'était de 6 enfants, ont présenté des productions avec des syntaxes, des combinaisons de mots, et ces enfants-là ont des scores conceptuels à T2 qui sont supérieurs aux scores conceptuels des enfants qui ne présentent pas de syntaxe. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter, je ne vous ai pas mis ici les résultats, mais il y a une corrélation. Si on prend ces 6 enfants-là, on voit que, parce qu'on a fait un score composite pour la syntaxe, et on voit que plus un enfant a un score composite en syntaxe, en grammaire, on va dire, élevé, et plus il possède de mots, il a un vocabulaire large, étendu, à T1, donc avec le CTI 8.16. Pour terminer, un take-home message. Comment utilise-t-on cet outil dans le cas d'un enfant bilingue? Alors, le plus intéressant quand même, si on veut utiliser, parce que dans le contexte français, francophone, évidemment, on n'a pas de questionnaires multilingues à disposition, et puis la variabilité, enfin la variété des langues parlées sur le territoire français est quand même assez grande. Donc c'est l'utilisation évidemment de questionnaires monolingues. Et donc avant cela, de déterminer le degré de dominance de l'enfant, notamment par l'utilisation d'un questionnaire parental, comme l'auriculaire vous l'a présenté juste avant. Déterminer des seuils par rapport à la dominance. Donc, en général, on considère qu'un enfant est bilingue quand il a une exposition au minimum de 20%, d'après l'étude de Pearson en 97. Et certaines études, là je vous présente Catani, ont indiqué que si un bilingue a une exposition dans une langue qui est de 60% ou plus, les performances seraient équivalentes à celles d'enfants monolingues de langue anglaise. Donc si à partir du questionnaire parental, vous voyez que l'exposition, je ne sais pas, d'un enfant est de 70% en français, vous pourriez utiliser, en tout cas c'est le conseil que moi je vous donne, vous pouvez utiliser le CDI monolingue et comparer les performances avec les normes monolingues. Si possible, vous pouvez également utiliser, donc si on n'est pas dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les CDI dans chacune des langues. Il n'est pas forcément utile de savoir parler dans les deux langues, il suffit de savoir calculer et donc de compter le nombre de mots dans les deux langues. Et donc, on peut calculer le vocabulaire total. Nous avons vu que le vocabulaire total permettait, en tout cas pour certaines études, d'avoir déjà une première idée des capacités de l'enfant bilingue par rapport à une norme monolingue. Donc, en gros, un conseil qu'on pourrait avoir, c'est que si on compte le vocabulaire total et qui correspond approximativement à la norme monolingue, en général, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir pour cet enfant. Alors, il y a quand même des choses à vérifier. Vérifier que l'enfant ne produit pas que des noms, par exemple, parce que ça serait problématique. Également, avoir en mémoire ce qu'a énoncé Sophie au tout début de cette présentation, garder en mémoire les différents facteurs de variation, adapter l'évaluation aux besoins, mais ça, en général, les orthophonistes savent le faire. Et point 2, c'est le premier point que j'avais indiqué concernant les questionnaires bilingues, c'est l'évaluation des enfants bilingues, c'est bien entendu vérifier que ceux qui s'occupent de l'enfant remplissent chacun le CDI qui correspond à leurs compétences langagières, et encore mieux si le maximum de personnes qui côtoient l'enfant cotent sur le même questionnaire. Et enfin, c'est un problème qui est rarement trouvé, c'est des fois, dans les questionnaires monolingues, le nombre de mots des questionnaires est très très différent, donc il faut faire attention. Vaut mieux utiliser des questionnaires monolingues qui contiennent à peu près le même nombre de mots.
Conclusion, le compte-rendu parental, c'est un très bon premier outil, ou en tout cas un outil d'accompagnement pour l'évaluation du langage précoce, à administrer selon des règles précises dans le cas de monolingue, qu'on peut adapter. Hein, vous avez vu, on a quelques recommandations sur l'utilisation de questionnaires monolingues en France pour des enfants bilingues. Et bien sûr, c'est aussi le rôle des orthophonistes d'interpréter ces résultats avec précaution. Merci à vous.